Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce lancement du Guide des principes d'innovation et d'intelligence artificielle responsable en santé. Pour ceux et celles qui se sont déplacés ici ou qui sont sur notre fuseau horaire, merci beaucoup de débuter votre heure de dîner avec nous. Pour les autres, vous êtes possiblement connectés sur le webinaire Zoom ou possiblement sur la première rediffusion en direct du LinkedIn Live. On en est très content. C'est un plaisir de vous accueillir. Mon nom est Simon Reeves. Je suis conseiller en innovation au sein du pôle d'innovation et d'intelligence artificielle au CHUM. Je suis également un heureux collaborateur de cette démarche et de cet outil que nous allons vous présenter aujourd'hui. Les objectifs de notre lancement sont d'abord de diffuser et de partager cet outil que nous avons conçu en collectivité et destiné à la collectivité. Souhaitons dans un deuxième temps vous présenter comment et par quelles approches nous avons été en mesure de le co-créer avec nos nombreux et précieux collaborateurs issus de diverses organisations. Partons du préambule que les besoins de la population sont en constante mouvance, sont très dynamiques. Pour certains experts, voire se complexifient. Ils changent au gré des secousses environnementales, des tendances sociales, des enjeux politiques, des crises de santé publique. Pour les besoins de la santé, c'est tout aussi complexe car les besoins de santé de la population se transforment et en même temps sont combinés aux défis inhérents de notre système de santé. On pense par exemple aux promesses insidieuses de l'intelligence artificielle, les grandes transformations technologiques. On pense aussi aux pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, à l'apparition de nouvelles maladies, à l'accroissement de certaines maladies chroniques. Ces différents besoins finissent par devoir être adressés comme étant de gros changements. Et nous sommes persuadés que l'un des vecteurs de prédilection de notre écosystème pour faire face à ces gros changements, c'est l'innovation. L'innovation, c'est se dire au quotidien, comment puis-je améliorer mes pratiques et mes actions pour répondre à des besoins concrets, pour résoudre des problématiques, pour générer de la valeur ou de la performance, tout dépendant dans le secteur dans lequel vous œuvrez. Au niveau de la santé, on parle beaucoup, et du CHUM, on parle beaucoup de valeur au service et au bénéfice des équipes, des patients et de la population. L'intention est tout à fait louable, vous me direz, bienveillante, ça je vous l'accorde. Mais innover ne se fait pas sans risque. Il faut le faire ensemble, il faut le faire avec engagement et il faut le faire de manière responsable. Pour vous présenter ce guide des principes d'innovation et d'intelligence artificielle responsable en santé, nous vous proposons 4 segments. Tout d'abord, le pourquoi d'un tel guide. Ensuite, sa nature, sa composition, son contenu, le quoi. Par la suite, la genèse et toute la méthodologie sous-jacente utilisée pour pouvoir le développer, c'est-à-dire le comment. Et ultimement, l'après, l'ensuite, les prochaines étapes, où nous verrons que nous devrons tous et toutes collaborer ensemble, combiner cet outil aux actuels produits de connaissances sur l'innovation responsable en santé et viser ultimement des impacts significatifs au niveau des opinions, des discours, mais également au niveau des pratiques, des démarches et des projets concrets et actifs d'innovation en intelligence artificielle et en santé. Alors, nous terminerons le tout à 12h45 pour vous donner le temps un petit peu de souffler, vous déconnecter et retourner frais et dispo pour le reste de la journée. Alors, sans plus attendre, débutons avec un petit mot de notre chère dirigeante du pôle d'innovation et d'intelligence artificielle au CHUM. Elle est également adjointe au président-directeur général, Cathy Malas. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Cathy Malas, je dirige le pôle d'innovation et d'intelligence artificielle au CHUM. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille pour le lancement du Guide de l'innovation et de l'IA responsable. Un guide que nous avons co-créé avec plus de 60 collaboratrices et collaborateurs et 30 organisations de notre écosystème d'innovation ouverte. Des organisations avec qui nous collaborons fréquemment, comme les maisons d'enseignement universitaires, les patients et citoyens partenaires, l'organisme à but non lucratif et communautaire et des entreprises privées. Pourquoi avons-nous co-créé ce guide? Nous innovons au quotidien pour mieux répondre aux besoins des patients et des équipes en santé et pour créer des bénéfices tangibles pour ces personnes-là et notre société. Les innovatrices sur le terrain, comme les cliniciens, les gestionnaires, les entrepreneurs, les patients partenaires et les citoyens partenaires, les employés, nous disent on désire faire de l'innovation responsable, mais on ne sait pas comment. Ce guide répond à ce besoin. Il outille les innovateurs et les innovatrices sur le terrain pour appliquer les principes d'innovation responsable, comme la santé et le bien-être de la population, le développement durable, l'autonomie, la participation démocratique. Donc, je tiens encore une fois à remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à la co-création de ce guide. C'est le fruit de l'intelligence collective et nous le considérons comme un bien public pour toutes et tous. Place au lancement. Merci beaucoup, Cathy.
Alors, pour introduire nos deux premiers segments, il me fait plaisir d'accueillir une amie, une collègue au CHUM et au Centre de recherche du CHUM, Cécile Petitgand. Alors, Cécile est associée de recherche au Centre de recherche du CHUM. Elle est également coordonnatrice de l'initiative d'accès aux données de la Table nationale des directeurs de la recherche du MSSS. Elle est finalement professeure invitée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Cécile, merci d'avoir accepté cette invitation et d'être avec nous ce midi. Merci beaucoup, Simon. Je suis vraiment ravie de pouvoir participer à ce lancement du guide d'innovation responsable. En effet, un guide sur lequel on travaille maintenant depuis presque 2 ans et que nous sommes ravis de lancer et de vous présenter aujourd'hui. Alors, pourquoi une démarche pour élaborer un guide d'innovation responsable? En fait, le mouvement de l'innovation responsable, il nous vient d'Europe et on en parle en Europe de recherche et d'innovation responsable. En effet, des académiques, mais autour de collaborateurs de multiples secteurs, ont travaillé sur des principes pour dire c'est quoi innover, c'est quoi faire de la recherche de façon responsable. Et puis là, c'est une vision vraiment multidimensionnelle. Ce n'est pas seulement de l'inclusivité ou de la responsabilité au niveau de la protection des personnes, mais aussi sur les impacts écologiques. Donc il y a de multiples facettes à la responsabilité. Ce mouvement de la recherche et de l'innovation responsable qui nous vient d'Europe a atterri en Amérique du Nord à travers les travaux remarquables de l'équipe Infieri, de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, qui est portée par Pascal Lehoux et ses collaboratrices et collaborateurs. Et donc, ils ont adapté les principes de l'innovation responsable, non seulement à notre contexte, mais aussi à la santé. Et donc, c'est tous ces travaux, ainsi que d'autres publications, qui nous ont vraiment nourris au cours des derniers mois pour établir ce guide de l'innovation responsable. Et pourquoi ? Comme le disait Cathy Malas, en effet, on veut être responsable, on veut pouvoir inclure des patients, du public, on veut pouvoir bien protéger la confidentialité des données, mais il nous manque parfois des ressources, des outils pour intégrer cette responsabilité dans nos actions dès le début de nos projets. Et c'est ce vers quoi tend ce guide. Mais aussi, on a voulu que notre guide d'innovation responsable s'appuie sur des principes et des valeurs qui sont celles et ceux de la population. Et c'est pour ça qu'on l'a ancré sur la Déclaration de Montréal pour une intelligence artificielle responsable. En effet, et il faut le rappeler, la Déclaration de Montréal pour une intelligence artificielle responsable, elle émane d'un processus de coproduction qui a engagé des centaines de citoyennes et de citoyens à travers le Québec. Et les 10 principes auxquels on a ajouté un 11e, et je vous le présenterai, en fait, ont pu alimenter cette démarche où on a voulu que notre guide s'appuie sur une coproduction commune, une inclusivité, des points de vue différents qui reflètent aussi ce qui est important pour les gens et ce qui incarne des principes de responsabilité. Donc, voici pour notre pourquoi. On veut un guide, finalement, qui réponde à des attentes, qui soit évolutif et sans cesse enrichi par vos rétroactions et vos commentaires et vos ajouts. C'est un guide qui va vivre avec le temps, vivre avec les utilisatrices et les utilisateurs, et on en est ravis. Alors, pour passer au quoi, finalement? Qu'est-ce que c'est ce guide d'innovation responsable et ce guide qui peut aussi guider les porteurs de projets d'intelligence artificielle? Alors, c'est un ensemble de 11 principes. D'abord, 10 principes de la Déclaration de Montréal pour une ère responsable, auquel on a ajouté un 11e principe, qui est le principe de génération et de valorisation des connaissances. Alors, dans cette suite de principes, vous le verrez à travers la page Internet du guide de l'innovation responsable, on voit tout d'abord la suite des principes qu'on a adoptés au secteur de la santé. Et pour chaque principe, vous avez une déclinaison des sous-principes qui viennent de la Déclaration de Montréal. Et pour chacun de ces sous-principes, vous allez avoir un ensemble de définitions qui vont expliciter des termes techniques un peu complexes, et puis par la suite, qui vont nous donner des ressources, des outils. Si vous êtes un porteur de projets d'innovation, même au début, où vous voulez bien évaluer les impacts de votre innovation, vous allez avoir pas mal de ressources. Et là, je prends l'exemple du principe pour protéger la vie privée et l'intimité. Un principe qui m'est cher, puisque je travaille beaucoup au CRCHUM sur la gestion des données. Et là, vous avez des ressources, par exemple, qui émanent du Commissariat général de protection de la vie privée du Canada, des ressources qui vous disent c'est quoi le privacy by design, c'est-à-dire mettre la vie privée au centre d'un projet d'innovation dès le début, et puis d'autres ressources de la Commission d'accès à l'information, qu'est-ce que c'est conduire une étude des facteurs relatifs à la vie privée, qu'est-ce que c'est être responsable dans la gestion des données. Vous voyez, c'est très concret, et toutes les références sur lesquelles on s'appuie dans notre guide sont présentées à la fin du principe. Donc, avec toutes ces ressources, et là, je vous présente seulement un principe, mais pour les 11 principes de notre guide, ça permet vraiment d'être très, très concret sur on a une idée, une intention, un désir d'intégration et de responsabilité, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement opérer une mise en conformité, une mise en œuvre de ce principe dans ses pratiques au quotidien.
Et avec ce guide est accompagné un questionnaire d'auto-évaluation que vous pouvez accéder à travers le dernier onglet du guide à la fin. Ce questionnaire d'auto-évaluation, en fait, c'est un outil d'introspection individuelle et collective pour aider les équipes qui portent des projets de recherche, qui portent des projets d'innovation, à se demander est-ce que finalement sur ce principe-là, je me sens à l'aise pour dire que oui, j'y réponds. Est-ce que vraiment j'inclus du public? Est-ce que je réponds à des principes d'équité, de diversité et d'inclusion? Est-ce que j'ai une certaine responsabilité environnementale? Donc le questionnaire peut être rempli au fur et à mesure du processus de recherche ou d'innovation. Et à la fin, vous avez la possibilité d'entrer en contact avec toute l'équipe du pôle d'innovation et d'IA du CHUM pour pouvoir donner vos rétroactions, si vous pensez qu'une question est mal exprimée ou pourrait être modifiée, ou si vous voulez donner plus de ressources que vous avez déjà découvertes dans votre parcours. Donc vous voyez, on a voulu un outil collaboratif, inclusif, qui va s'alimenter de toutes les participations des actrices et des acteurs du réseau. Et donc j'ai été vraiment ravie de vous présenter l'intentionnalité, mais aussi la composition de notre guide d'innovation responsable. Merci Cécile, c'est toujours très éloquent, très clair. Je me permets une question. Tu as très bien exposé comment, justement, nous nous sommes appuyés sur la Déclaration de Montréal pour les principes d'une intégration responsable de l'intelligence artificielle. Ce travail fondateur, justement, qui est une très belle ressource, très riche, proposait 10 principes. Et nous avons décidé d'en proposer un 11e, génération et partage du savoir, comment on l'appelle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi et quelle est la pertinence de proposer un 11e principe de la sorte? Merci Simon pour cette question, parce que, en effet, on a 10 principes dans la Déclaration de Montréal. Pourquoi un 11e principe? Alors, on a une sensibilité CHUM, qui est le fait qu'on est un hôpital universitaire avec un centre de recherche qui est parmi une référence internationale. Et donc, on s'est dit, dans chaque processus d'innovation, bien sûr, il y a un processus d'exploration propre à la recherche. On cherche à chaque fois non seulement à explorer de nouveaux processus, mais aussi à générer des savoirs sur les processus qu'on développe. Et dans ce processus d'innovation, on a toujours suivi d'une méthode rigoureuse, que ce sont les principes de recherche qu'on met en place. Et donc, on voulait ajouter ce 11e principe à notre guide d'innovation responsable pour rappeler le rôle central qu'a la recherche dans le développement de projets d'innovation aujourd'hui, pour la génération, mais aussi pour le partage des connaissances. Merci, Cécile. Ça va être très intéressant de voir quel type de valeur il va générer pour la suite. Merci, Cécile. Très apprécié. Alors, c'est déjà le moment pour nos 2 prochains segments. Alors, c'est un plaisir de vous introduire notre 2e animatrice, Annie Passalacqua. Annie qui ne travaille pas au CHUM, mais qui est une collègue, je dirais, par procuration, car elle a porté tout le processus de développement de cette très belle démarche collaborative. Elle a également de nombreuses contributions en collaboration avec le CHUM. Donc, Annie est candidate au PhD Polytechnique Montréal, spécialisée en gestion des technologies et innovation. Elle est également chargée de cours en changement organisationnel et finalement innovatrice en résidence au CHUM et avec l'Institut Transmedtech. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous, Annie. On t'écoute. Oui, en fait, bonjour à tous. Je suis réellement très ravie de participer à ce lancement et surtout de vous expliquer comment on a traduit les principes d'innovation et d'IA responsable en outils concrets pour les innovateurs et surtout de vous démontrer comment vous pouvez les utiliser, en fait, dans vos propres projets et organisations. Donc, si on regarde à l'écran, vous allez voir les grands jalons de cette démarche de conception. Donc, je vous explique le comment on est passé de la collaboration à la co-création, à l'expérimentation jusqu'à la validation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette démarche de collaboration a quelques piliers. D'abord, nous ne voulions pas réinventer la roue et on voulait réellement prioriser les recherches récentes et les principes déjà existants. Donc, ce pilier nous a amené, en fait, à recenser les études et nous avons choisi de participer, ou du moins de partir des principes de la Déclaration de Montréal et les adapter au secteur de la santé. Nous avons formé aussi une équipe pluridisciplinaire et transsectorielle, donc formée d'un comité consultatif qui se réunissait à chaque 2 mois et également d'un groupe de travail qui se rencontrait très religieusement, si on veut, donc de façon très fréquente, à chaque 2 semaines. Et donc, comme on vous a dit, ça nous a pris quand même un bon 2 ans à le mettre sur pied, à le finaliser, à le valider. Et donc, avec la collaboration notamment d'un groupe très présent de professionnels des sciences infirmières, éthiciens, chercheurs, patients partenaires, professionnels aussi en télésanté, et donc tous avec un très grand engagement dans le projet.
Au niveau de l'étape de la co-création, c'est réellement un pilier essentiel où est-ce qu'on a réalisé de nombreux ateliers de brainstorming en groupe. Et le travail, c'est aussi beaucoup fait en binôme. Et on a remarqué que ça s'est dévoilé comme étant un grand succès, en fait, pour accroître aussi l'engagement dans cette longue période de travail. Au niveau de l'expérimentation, ce qui en ressort, c'est que dans un effort de concertation, chaque élément a été développé par le groupe de rédaction, puis a été validé ensuite avec le comité élargi, donc le comité consultatif. Puis par la suite, on a également fait appel à des entrepreneurs, donc des utilisateurs potentiels qui développent, expérimentent ou encore commercialisent présentement leur innovation. Et donc, ça nous a permis de pouvoir valider vraiment la qualité de l'information, mais surtout la compréhension des utilisateurs face aux questions, face aux outils et aux principes présentés. Ensuite, au niveau de la validation, ce fut vraiment une étape très clé dans notre cas où est-ce qu'on a pu organiser des séances de validation. Donc, étant donné qu'on avait 11 principes, on a réalisé une séance de validation par principe en invitant plus ou moins 6 experts à chaque séance. Et donc, on a pu mobiliser une 60aine d'experts pour venir challenger le travail réalisé et venir contribuer à l'améliorer avec leur champ d'expertise qui leur est propre. Et donc, ces 11 séances ont permis vraiment de remettre en question les différents principes, les différentes questions, les définitions aussi qu'on a sélectionnées. Est-ce que c'était les meilleures à prendre, les plus représentatives? Puis également, on a pu définir les outils qui permettaient en fait de poursuivre la réflexion des utilisateurs qui utilisaient ce guide. Et donc, on se retrouve présentement à l'étape de la diffusion. On réalise ce lancement, on met ce guide entre vos mains. Et donc maintenant, quelles en sont les prochaines étapes? Alors, c'est sûr et certain qu'il faut dire que ce guide est un outil réflexif qui accompagne les questions, du moins des innovateurs, et pour l'adoption de nouveaux comportements en innovation responsable, la première étape est réellement la réflexion. Donc, c'est d'avoir cette capacité réflexive pour évaluer l'impact de nos décisions. Donc, autrement dit, bien comprendre quels sont ces principes, comment mieux les inclure dans nos activités, dans nos projets, et aussi de les respecter de façon pérenne. Et donc, notamment, l'équipe de Infieri qu'on a abordée précédemment, elle l'explique très bien. Ils disent en fait que l'innovation responsable débute par l'anticipation des impacts et de la réflexivité. Et donc, ça devient un catalyseur de rétroaction, de valorisation de ce qui se fait, et donc pour en générer des bénéfices de façon collective. Et donc, on entend par là vraiment une capacité à s'approprier les enseignements de ces connaissances, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on en retient et aussi qu'est-ce qu'on transfère à autrui ou à d'autres équipes. Et donc, ce qui est surtout important ici à comprendre, c'est la valeur et la portée de ces connaissances pour les pratiques cliniques de gestion et aussi de soutien. Autrement dit, il faut d'abord se doter d'un code de conduite et de principes afin de standardiser les façons de faire, mais aussi de pouvoir les réguler. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, ce serait, est-ce qu'on peut penser que cet outil actuellement réflexif pourrait mener ultimement à un outil normatif? Et donc, la question se pose. C'est sûr et certain qu'il y a également la politique institutionnelle qui s'en vient prochainement, qui va justement nous amener à nous poser des questions sur comment on veut gérer les données, comment on veut sécuriser les informations. Et donc, on peut imaginer effectivement que le guide devient à ce moment-là un préambule pour être en mesure de réfléchir sur ces questions qui sont fondamentales et qui ne sont pas uniquement reliées à la vie privée et la gestion de la sécurité de ces données. Ça va réellement au-delà. Et donc, on veut, en fait, on s'est doté de principes qui pourraient guider cette vision à long terme. Alors, pas à pas, on va y arriver et le mouvement vers l'innovation responsable grandira évidemment et on veut réellement que ce guide soit utilisé comme un bien public pour l'ensemble de la communauté dans différents secteurs. C'est réellement notre approche. Annie, je vais me permettre une question, justement, merci beaucoup. Oui. J'ai assisté, et quelques-uns de mes collègues, justement, récemment, à un webinaire organisé par l'organisation AIoT Canada, où ils ont invité notre cher innovateur en chef, M. Sirois. M. Sirois, dans ses propos très éloquents, justement, parlait qu'une des conditions pour le bien-être des sociétés, le volet prospère, en fait, ce serait de mobiliser les organisations en réseau,
puis les organisations qui sont interconnectées avec les secteurs de l'industrie, de la recherche et le développement, du volet communautaire, sur le volet philanthropique, et que c'est une des conditions clés pour favoriser ce qu'il a appelé l'édification et l'encapsulation du savoir. Je trouve ça très intéressant. Ma question pour toi concrètement, c'est pour un réseau d'organisations interconnectées, qu'est-ce que cela génère comme valeur et valeur sociale, un tel guide d'innovation responsable? Tout à fait. Merci pour la question parce qu'on a réellement, en fait, produit le guide de façon pluridisciplinaire et transsectorielle, où est-ce qu'on a appelé, en fait, l'expertise de différentes disciplines dans le but d'avoir un certain sens de responsabilité collectif. Et c'est sûr et certain qu'en termes de valeurs sociétales, on a aussi réalisé, en fait, que l'exercice en soi du développement du guide a incarné l'ensemble des principes qu'on voit dans le guide. Et c'était fabuleux de voir que nous-mêmes, en ayant cette réflexivité sur nos impacts, mais aussi sur les outils qu'on utilisait et la démarche en soi qu'on a pris, ça démontrait en fait toute l'importance de vraiment prendre le temps d'avoir cette réflexion-là et de s'attribuer des standards qui viennent ensuite guider les prochaines décisions là, pour incarner davantage cette innovation responsable. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ces principes vont tout simplement guider notre façon de faire de l'innovation prochainement? Est-ce que on va arrêter de dire que c'est l'innovation responsable, que ça sera tout simplement toujours avec ces fondements de responsabilité sociétale et sociale? Très bien dit, merci beaucoup. Du moins, c'est un début de démarche pour la réflexivité. C'est très bien, Annie, merci. Je vais t'inviter à te rasseoir, en fait, pour la période des questions. Tu vas être plus confortable. J'en profite également pour, on a collaboré avec toi, te remercier, car tu as vraiment livré la marchandise pour toute cette conception dans la dernière année. Merci beaucoup. Alors, en attendant les questions du public, justement, moi, j'en ai quelques-unes pour vous. Alors, ma première question est: l'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC, a publié un rapport le 24 février dernier que je peux qualifier, ma foi, d'un peu décevant, qui touchait à la concrétisation et toute la profitabilité des investissements pour une stratégie québécoise spécifique à l'intelligence artificielle. Le lendemain, Le Devoir a justement publié un article avec ce titre inquiétant: « La stratégie québécoise d'intelligence artificielle est un échec ». Ma question est donc: innover de manière responsable peut-il signifier ou devrait-il signifier générer des attentes réalistes en matière de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes et de nouveaux systèmes d'intelligence artificielle? Moi, je peux me proposer pour répondre à cette question. Oui, Cécile. En effet, un article qui nous a quand même ébranlé dans la communauté qui s'intéresse à l'implantation des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, si on parle seulement de la santé, la recherche le montre, il est difficile de transférer un algorithme ou une évolution, une innovation qui repose sur de l'apprentissage automatique ou une IA un peu plus traditionnelle vers les milieux de soins. C'est un enjeu, mais c'est aussi une préoccupation qu'on doit avoir peut-être au niveau des investissements et des efforts qu'on met dans l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'argent est placé dans le développement. Alors du développement qu'on veut collaboratif, intersectoriel, entreprise, établissement de soins, etc. Mais il y a tout un pan qui semble inexploité, à l'échelle du Québec au moins. C'est toute la partie implantation, accompagnement du changement et évaluation très scientifique des impacts à mesure qu'on développe. Et donc là, il faut, et je pense que le Conseil de l'innovation, notre innovateur en chef, toutes les personnes qui sont autour de la table en ont conscience, ce n'est pas une nouveauté, mais je pense qu'il faut vraiment passer à l'acte et investir considérablement aujourd'hui dans ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire mettre les équipes de recherche, les innovateurs, les gestionnaires, les utilisateurs finaux ensemble pour pouvoir se dire comment on adapte ces technologies qui sont vraiment largement développées en recherche ou dans une industrie assez déconnectée du milieu de la santé à nos milieux de soins, et en parallèle, interroger les milieux de soins, les milieux de gestion des centres de santé, pour savoir quels sont les besoins et est-ce que certains d'entre eux pourraient être répondus par des technologies d'intelligence artificielle, sans être dans la promesse infinie d'une IA qui pourrait aller répondre à tous les besoins. Il faut quand même voir que la solution technologique n'est pas la seule, et on n'arrivera pas à refonder le système de santé comme celle-là est chère pour notre ministère actuellement, avec des solutions qui sont uniquement technologiques. Très belle réponse, Cécile. Toujours se baser sur les besoins des éventuels utilisateurs et usagers ultimes des solutions développées. Merci, Cécile. Prochaine question. Alors, les principes actuellement sont développés selon les besoins actuels. C'est une photographie qu'on a fait peut-être rétrospective, mais du moins un peu moins prospective. On n'a pas de boule de cristal. Mais comment maintenir la pertinence d'un tel outil dans l'avenir?
Oui, en fait, je peux y répondre concrètement. C'est super intéressant parce qu'on s'est réellement posé la question de un, le développement du guide a pris beaucoup de temps et on se pose effectivement la question sur comment le maintenir à jour, comment s'assurer qu'il soit toujours représentatif et ajusté. Et donc, une solution qui a été mise de l'avant, c'est notamment de développer le comité réviseur. Donc, c'est un comité qui, à chaque 2 ans, aura le rôle de s'assurer de la conformité, de s'assurer de la mise à jour des différents outils, de s'assurer, en fait, que ça fonctionne effectivement là, toujours de façon adéquate au niveau là, des différents outils, des définitions et des liens également qui se retrouvent dans le guide. Excuse-moi, juste une seconde. Au niveau de la technique, on a perdu le micro d'Annie. C'est possible juste de le... Merci beaucoup. Super. Alors, prochaine question. Comment les utilisateurs et utilisatrices peuvent-ils avoir un rôle dans la valorisation de cet outil? Intéressant. Pour qu'il y ait un rôle dans la valorisation des outils, c'est réellement d'être impliqués, en fait, dans le développement. En fait, ils doivent participer à cette façon de faire. Ils doivent être impliqués. Donc, dans notre cas, on a notamment impliqué des bénévoles, notamment impliqué des patients partenaires. C'est de ne pas nécessairement faire appel à des experts, mais aussi à des individus qui vivent les impacts de ces décisions-là. Et donc, de les impliquer, en fait, dès le commencement du projet. Et c'est sûr que maintenant, le guide est développé. Et donc, comment que les gens peuvent être impliqués dans l'utilisation, puis de s'assurer que ça soit utilisé de façon très concrète, c'est justement de pouvoir monter, par exemple, une cohorte d'entrepreneurs, de pouvoir, c'est un des objectifs qu'on avait, effectivement, d'avoir une cohorte qui permet de tester de façon continue le guide et de toujours contribuer et de partager leurs commentaires. Donc, à ça, effectivement, il y a plusieurs initiatives qui peuvent être mises en place. Merci beaucoup, Annie. D'ailleurs, merci de tendre cette perche. Je vais me permettre justement de reprendre mon rôle, en fait, au sein du pôle d'innovation et d'intelligence artificielle. Vous avez probablement, pour les gens qui sont à la maison, je ne sais pas si on peut le rediffuser au niveau de la technique, nous sommes en train de consolider une cohorte d'innovateurs responsables, ou du moins nous avons le souhait de le faire, pour ceux et celles qui ont un projet d'innovation et d'intelligence artificielle en santé, qui aimeraient justement participer non seulement à valoriser la responsabilité et l'engagement dans leur projet, mais également à nous aider à optimiser cet outil que nous sommes en train de vouloir co-développer avec vous. Eh bien voilà, merci beaucoup. L'adresse, vous pouvez nous rejoindre là. Donc voilà. Merci Annie pour cette réponse. Alors, je vais commencer avec les questions du public. Alors, Caroline Wang, merci pour votre question. Est également prévu de traduire le guide en anglais? Je pense qu'il pourrait être très, très utile à d'autres collaborateurs au niveau canadien ou dans d'autres provinces et territoires. Oui, très certainement. Je dirais, on ne devrait même pas s'arrêter à l'anglais. C'est un guide qui pourrait aussi être traduit dans d'autres langues, étant donné que vous savez que la Déclaration de Montréal pour une IA responsable est traduite dans de nombreuses langues. D'ailleurs, c'est facile de la trouver sur Internet. Et puis, à chaque fois, ils essayent justement de valoriser ces principes à l'international. Maintenant, ils sont familiers de collaborateurs à l'UNESCO, à travers le travail qui est fait par l'Université de Montréal pour diffuser le guide. Donc, de cette façon, je verrai une traduction... Alors, en portugais, une langue qui m'est chère, en espagnol, on pourrait aussi aller vers des langues asiatiques. Je pense qu'il n'y a pas de limite, mais là, et on revient vers la question précédente, toute l'idée dans l'inclusion et la collaboration, plus il y aura d'utilisateurs et d'utilisatrices qui verront une pertinence dans son utilisation, plus on aura des soutiens aussi pour le faire résonner dans d'autres pays, d'autres continents, d'autres cultures. Donc, je pense qu'aussi on a des apports à recevoir d'autres sphères régionales, d'autres sensibilités sur qu'est-ce que la responsabilité de l'autre côté du monde. Donc, je pense que c'est un guide qui est destiné à vivre, à évoluer. Ah, super. C'est même pratiquement inhérent à notre mission, justement, de favoriser la diversité, d'y aller pour une traduction. Ça rejoint beaucoup de nos principes de responsabilité dans l'innovation. Merci, Cécile. Prochaine question de Vincent Poitou. Merci pour votre question. Il faut rappeler que l'innovation responsable, c'est aussi et peut-être d'abord l'innovation rigoureuse. L'évaluation de la valeur doit s'appuyer sur des méthodologies rigoureuses, robustes et validées. Comme vous l'avez mentionné, ces méthodologies émanent de la recherche. C'est plus un commentaire qu'une question, mais c'est quand même très intéressant. Et José Laflamme, bravo pour ce travail. Merci, José. Croyez-vous qu'il serait souhaitable ou même possible d'avoir une certification innovation responsable qui rassurerait le public quant à la validité de la démarche? J'apprécie grandement, effectivement, la proposition. En fait, puis aussi en lien avec le commentaire précédent, c'est que le guide en soi, on l'a développé avec des réponses qui se répondent par oui ou non.
Puis, on peut effectivement expliquer le pourquoi derrière ça. C'est parce qu'on voulait amener les gens à avoir la première étape, c'est-à-dire la réflexion. Donc, de même, simplement se poser la question sur est-ce que je respecte tel principe, est-ce que j'incarne bien le principe de solidarité, par exemple, dans mon projet, et ce, tout au long du cycle d'innovation, pas seulement à l'étape d'idéation, pas seulement à l'étape d'expérimentation, mais bien évidemment lors de l'évolution de l'innovation. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est réellement de pouvoir amener la première étape de cette réflexion-là et par la suite de pouvoir se questionner sur, au lieu d'avoir un guide réflexif, est-ce qu'on pourrait imaginer la deuxième portée qui pourrait être un outil normatif, donc avec un certain scoring, avec un certain niveau. Par exemple, j'atteins le principe de solidarité à tel niveau. Donc, on a vu beaucoup d'études qui proposent différentes façons de faire et on s'est lancé, en fait, réellement avec la première étape de réflexion. Mais effectivement, on apprécie effectivement ces portées sur l'avenir, sur quelles seront les prochaines étapes du guide. Merci, Annie. Je m'adresse à vous deux, en fait. Quelles sont nos leçons apprises, justement, de toute cette démarche de consultation, concertation avec notre équipe de rédaction et tout ça? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Je pourrais exprimer un avis. Je pense qu'on ne peut pas présumer de la facilité d'utilisation d'un guide sans avoir engagé de multiples parties prenantes. On est parti avec l'idée que les principes étaient compréhensibles, qu'on arrivait à exprimer des questions de façon totalement intelligible. Et puis, je pense que là, on peut dire qu'on a révisé totalement nos présupposés au moment du premier test où les questions étaient trop longues, assez confuses, trop complexes. Je pense que peut-être qu'Annie a partagé la même avis que moi. Et là, on s'est dit, en fait, la richesse est portée en se désengageant d'un produit sur lequel, bien sûr, on travaille des heures, mais où il faut se libérer de cette idée de propriété, le tester et être prêt à être questionné sur tout, jusqu'à même la position de la virgule dans la phrase. Et puis, je pense qu'on a fait beaucoup. On a tellement avancé, c'est-à-dire que même quand Annie a repris après tout le travail, toute la coordination en engageant plus de 60 personnes, parce qu'au début, on était 30, on a changé en fait l'aspect du guide, il me semble, et même de l'outil d'auto-évaluation en ayant ces rétroactions, mais organisées à travers une démarche structurée de participation. Là, c'est à travers des focus group. Puis il faut reconnaître à Annie vraiment sa rigueur en tant que chercheuse dans l'organisation de ce processus de consultation. Tout à fait. Et ça c'est sûr qu'on a gagné beaucoup d'humilité dans la mise en œuvre. Absolument. Beaucoup de boucles d'itération. Merci, Annie, d'ailleurs. Oui, non, avec plaisir. Puis les séances de validation, ça a été intéressant aussi de choisir qui allait y participer. Parce que forcément, oui, on peut avoir un spécialiste en responsabilité, par exemple, au niveau de la vie privée, mais un spécialiste de solidarité, ça engage plusieurs disciplines, plusieurs expertises. Donc, c'était intéressant d'avoir ces échanges à un autre niveau là, qui dépassait même le groupe de rédaction du guide. Et donc, moi, ce que j'en retiens, c'est réellement ça, c'est de se laisser porter un peu par les découvertes et les apports de chacun, puis de continuer à explorer, de les rapporter à la table de discussion, puis de poursuivre avec d'autres séances de validation. Donc, l'ensemble de la démarche a été vraiment remarquable avec la mobilisation très forte des parties impliquées, en fait, dans le projet. Merci, Annie. J'ai une question qui me tient à cœur. Je vais revenir sur le volet d'intelligence artificielle. Pour le milieu de la santé, que peut-on apprendre de cet emballement dans notre écosystème au fil des dernières années pour toutes les promesses de l'IA? Question complexe. Hein. En effet, peut-être que c'est la présentation qu'on en a faite, c'est-à-dire d'une solution qui allait soit régler tous nos problèmes, c'est l'aspect utopique ou l'aspect dystopique qui allait complètement nous remplacer, ou menacer les emplois, menacer l'expertise, par exemple, des médecins. Je pense qu'il n'y a pas eu un discours assez déconnecté de la science-fiction pour qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut faire de ces outils-là, parce que ce sont des outils, hein, c'est-à-dire qu'on peut en faire quelque chose de positif ou finalement nuisible pour même l'organisation des savoirs. Et puis, qu'est-ce qu'on veut résoudre avec ça? Parce que le problème de la promesse, c'est qu'on identifie mal l'enjeu auquel on veut répondre en présentant trop de bénéfices pour une solution. Et là, j'en reviens à l'idée du besoin. C'est-à-dire que souvent, on développe à l'extérieur ou un peu déconnecté de la réalité du terrain une solution technologique. On se dit, cet outil algorithmique va détecter telle maladie avec plus d'efficacité qu'un médecin, ou cet outil va nous faire gagner tant de minutes sur un diagnostic,
sans avoir vraiment regardé la réalité même de pourquoi perd-on du temps ici. Je prends toujours l'exemple du pourquoi marque-t-on certains signes vitaux sur un post-it et puis après pour les rentrer dans un système d'information. Il faut se demander pourquoi on utilise le papier aujourd'hui avant de se dire on va tout numériser. Pour l'IA, c'est pareil. Pourquoi veut-on mettre en place un système automatisé? Qu'est-ce qu'on veut vraiment automatiser? Et pourquoi finalement tout est mécanique encore? Et en revenant vers l'exploration, et là il faut vraiment investir dans le diagnostic, plus on analysera notre système à travers une vision un peu inclusive ou collaborative comme on l'a fait, on met autour de la table vraiment des gens différents, pas ceux qu'on considère seulement comme les experts. Puis après, on peut regrouper, finalement, identifier les besoins et regrouper l'expertise en intelligence artificielle pour dire où est-ce que vous auriez des propositions de solutions. Je pense que de cette manière-là, on résoudra aussi peut-être le problème que tu as soulevé précédemment, peut-être un nouvel hiver de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un écart considérable entre les investissements qu'on fait et les bénéfices qu'on ressent actuellement. Ah, c'est super, Cécile. J'aime beaucoup cette vision qui prend de plus en plus en popularité d'une médecine 4P, médecine préventive, prédictive, participative et personnalisée. Je crois que justement, c'est à considérer dans tout le développement et l'automatisation des tâches par l'intelligence artificielle. Merci, Cécile. On a le temps pour une dernière question. Alors, une question de Lynn Lemay. Merci beaucoup. Comment voyez-vous l'impact des lois sur la confidentialité des informations personnelles en santé, bien que nous sommes tenus au respect des informations nominatives? Merci et félicitations pour le travail fait. Merci beaucoup, Lynn. En fait, sur la confidentialité des informations, c'est intéressant parce que ça touche plus d'un principe aussi. Ce n'est pas un seul principe qui est touché par cet enjeu-là. C'est sûr et certain que l'arrivée imminente de certaines lois également qui vont standardiser, réguler la façon de faire, on les voit, ça arrive. Il y en a déjà aussi qui sont existantes, qui gèrent certains niveaux. Je ne suis pas nécessairement la spécialiste de ces informations-là ou de la façon qu'elles sont gérées, mais avec mon angle ou du moins mon opinion face à l'expérience que j'ai eue avec le guide, c'est que l'ensemble de ces lois doivent être supportées aussi par des principes. En fait, lorsqu'on veut respecter une loi, on se doit également de se doter de certaines valeurs, de certaines visions. Et donc, ce n'est pas uniquement les lois qui doivent être suivies. Je considère vraiment que c'est important de faire l'exercice qui nous permette de voir aussi, nous, en tant qu'individus ou en tant qu'organisation, quelles sont les valeurs qui nous guident pour qu'on puisse aligner valeurs, les lois et ensuite prendre des décisions sur quelles sont nos propres actions. Et donc, de ne pas arrêter d'être au stade simplement à la discussion, à la réflexion, mais de réellement les incarner et de les ajouter dans les actions concrètes. Donc, les lois, en quelque sorte, poussent aussi les organisations à réagir. Et donc, vaut mieux peut-être prévenir. Là, on les voit arriver, donc agissons dès maintenant pour avoir ces réflexions. Évidemment, je pense qu'avec la table de concertation, tu as sans doute un peu... peux ajouter à ce que Annie disait, c'est que le centre de recherche du CHUM a initié finalement un comité directeur en gestion des données en engageant l'ensemble des directions de l'hôpital pour pouvoir mettre en place non seulement des politiques et des procédures qui sont vraiment adéquates à l'ère du 21e siècle pour protéger les données de nos patientes et nos patients et puis les citoyens, mais aussi pour expliquer, en fait, faire toute une initiative d'engagement, de sensibilisation et de formation à qu'est-ce que c'est gérer des renseignements personnels, comment finalement on met en place non seulement les lois, mais aussi les bonnes pratiques qu'évoquait Annie, qui sont complémentaires. Et donc c'est un grand chantier qu'on a initié il y a 6 mois, et puis on travaille tous ardemment. Et je remercie d'ailleurs tous les collaborateurs et collaboratrices qui participent à ce chantier essentiel, qui est un des principes de responsabilité qu'on met en place à travers le guide, qui est la protection de la vie privée et de l'intimité, mais qui en fait se ressent dans tous les principes, puisqu'on parle d'équité, diversité, inclusion, et ça aussi, ça se ressent dans la manière dont on gère les données et les projets, ainsi que toutes les responsabilités en lien avec l'inclusion, le partenariat, la collaboration, qui sont aussi au centre de notre guide d'innovation responsable. Ah, c'est super. J'ai eu quelques échos sur la façon que vous avez structuré le travail en comité, justement disciplinaire. Bravo, c'est effectivement un gros chantier, mais il faut s'y attaquer. Et très belle réponse encore une fois, c'est très riche. Merci à vous deux. Je vois le temps qui file, on est vraiment soucieux de respecter notre temps. Donc, au niveau de la technique, Philippe, si vous voulez repartager juste la diapositive sur nos nombreuses organisations participantes. Alors que ce soit, merci beaucoup, alors que ce soit des maisons d'enseignement, des
des instituts scientifiques, des centres de recherche, des organisations privées, des équipes d'entrepreneurs, des établissements voisins de notre réseau de la santé. Vous avez été nombreux et nombreuses à participer à cette très belle démarche collaborative, multidisciplinaire et intersectorielle. Au nom du pôle d'innovation et de l'intelligence artificielle et au nom de tout le CHUM, je tiens à vous remercier pour cette très belle contribution, pour votre générosité et pour toute l'intelligence collective galvanisée tout au long de la démarche. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. On ne peut outrepasser notre magnifique équipe, comité de rédaction, cette équipe de feu avec qui on a tissé des liens très serrés, avec qui on a travaillé conjointement pendant plus d'1 an. Déjà, ce sont à la fois des innovateurs et innovatrices, mais également des entrepreneurs de leur secteur. J'ai l'impression que ce n'est pas la dernière fois que vous allez entendre parler de ces gens-là qui se donnent, qui veulent aller plus loin, qui veulent générer de très belles valeurs au bénéfice de leurs prochains. Donc, vraiment, merci au comité de rédaction. Je ne passerai pas en revue l'ensemble des membres du comité de projet aviseur Activer et concrétiser l'innovation ILIA responsable en santé. Vous savez qui vous êtes, mais soyez assurés que nous vous remercions. Vos différentes boucles de rétroaction, votre sincérité, votre transparence ont grandement valorisé la démarche tout autant que le produit livré et présenté aujourd'hui. Et chose dite, chose faite, il est maintenant... Ah, ça va! Il est maintenant 12h42 et des poussières. Vous aurez un petit peu plus que 15 minutes pour retourner frais et dispo pour le reste de la journée. Vous pourrez vous déconnecter un petit peu, justement. On sait comment on est surconnecté aujourd'hui. Alors, je vous laisse sur ce dernier message qui, je crois, est très important. Nous avons tous et toutes ce devoir de valoriser l'engagement et la responsabilité dans nos différents projets d'innovation et d'intelligence artificielle pour le secteur de la santé, mais également pour l'ensemble des secteurs d'affaires, je le crois. Et je vous laisse sur cette très belle phrase de l'actuel Dalai Lama. Si vous pensez être trop petit pour changer les choses, essayez de dormir avec un moustique dans votre chambre. C'est très évocateur. Merci à tous et à toutes. Bonne journée.